Bonjour à tous, je suis Lucas Gisbert-Mora, conseiller immobilier dans le Pays Basque et le Sud des Landes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Émilie Duré de ACE Crédit, qui est courtière et qui a une agence à Bayonne et une à Dax. Nous, on s'est connus par le biais d'une formation que j'avais prise avec IAD pour avoir quelques connaissances justement sur le métier de courtier. Et j'ai pensé que c'était quelque chose d'intéressant, que les acquéreurs pouvaient trouver des informations, que les vendeurs pouvaient trouver des informations pour les aider justement à faire des choix. Comment vas-tu, ça va? Bonjour Lucas, merci beaucoup de ton initiative, c'est une excellente idée et effectivement le but d'aujourd'hui c'est d'arriver à faire comprendre à nos acquéreurs mais aussi à nos vendeurs de potentialiser sur leur en tout cas leur patrimoine futur pour le coup. D'accord. Donc je te laisse un peu te présenter. Donc ça fait longtemps que tu es courtière? Oui, ça fait environ une quinzaine d'années. D'accord. À la base, je n'étais pas du tout issue de ce milieu-là, hein. J'étais plutôt dans une formation juridique. Et puis la vie a fait que j'ai commencé mon activité de courtier dans le sud-est, en région PACA, où j'ai été courtière à peu près pendant 8 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir revenir chez moi au Pays Basque en 2019 et de pouvoir du coup passer du statut de mandataire en courtier immobilier au statut de gérante, donc avec les deux agences que tu as citées, une à Bayonne et une à Dax. D'accord. J'imagine que c'est un travail qui te prend beaucoup de temps. Enfin, c'est des longues heures, beaucoup de... Oui, ouais. c'est beaucoup d'heures. J'ai des semaines à peu près de 80 heures, donc je ne m'ennuie pas. D'accord. Mais c'est un métier de passion, Ouais, où j'imagine. vraiment, voilà, je suis comme missionnée pour chaque projet immobilier. D'accord. Après, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, j'aime les gens et le fait de pouvoir les accompagner dans leur projet de vie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et auprès duquel je prends beaucoup de plaisir pour le coup. Oui, ça se voit et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais contacté pour cette interview. Je pensais que tu étais une personne voilà, qui pourrait expliquer très facilement, surtout à des gens comme moi qui n'avaient aucune notion. Voilà, c'est super. Donc la première chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est un petit peu les termes qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui sont le taux. Donc on entend beaucoup le taux qui baisse, le taux qui monte, le taux d'usure. Pour certaines personnes, ils ne savent pas vraiment à quoi ça rime. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu plus nous en dire sur ce taux. Oui, alors effectivement, lorsque vous faites un prêt immobilier, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué sur ce prêt-là. Généralement, le taux, il est fixe. Ça veut dire qu'il ne bouge pas durant toute la durée du prêt. Et mon rôle, entre autres, c'est de pouvoir négocier ce taux auprès de toutes les banques en tant qu'intermédiaire, mais aussi en parallèle en tant qu'apporteur d'affaires auprès des partenaires bancaires, et de pouvoir optimiser les conditions de prêt avec le taux du prêt, le taux d'intérêt, le taux également de l'assurance aussi, qui n'est pas négligeable. Et ce taux d'intérêt et ce taux d'assurance avec les frais forment ce qu'on appelle un TAEG, un taux annuel effectif global, qui est le cousin, on va dire, du taux d'usure. Alors vous avez peut-être dû entendre en 2023 les problématiques qu'on a eues sur le taux d'usure, où il était malheureusement trop bas par rapport à la conjoncture actuelle. Et fort heureusement, depuis janvier 2024, on a un taux d'usure beaucoup plus haut, ce qui nous permet de faire passer les dossiers de financement plus facilement. D'accord. Et donc, pour concrétiser, donc quelqu'un qui est plus âgé aura plus de facilité à obtenir un crédit étant donné que le taux d'usure est plus élevé, c'est ça? Alors pas forcément Lucas, okay. Parce que pour le coup, plus vous êtes âgé, plus le taux de l'assurance est important et du coup, plus on se rapproche de ce fameux taux d'usure qui est un taux réglementé et qui en fait n'autorise pas les banques à prêter jusqu'à un certain seuil. Si ce seuil est dépassé, notamment sur l'âge ou un problème de santé, eh bien, on peut malheureusement aboutir sur un refus de prêt. D'accord, ok. Donc j'imagine que ces services, les gens qui viennent te voir, s'attendent bien sûr à payer pour tes services. Comment est-ce que ça se passe en termes de coûts quand on va voir un courtier? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à se diriger vers les banques, c'est les banques qui prêtent l'argent. Et dans un premier lieu, quand on cherche à prendre un crédit, notre premier réflexe, quand on n'a pas la notion de ce qu'un courtier fait ou ce qu'un courtier peut faire ou peut amener à nous aider à faire, ne pose pas la question, on va directement à la banque. Du coup, quel serait en fait l'avantage et surtout le coût pour passer par un courtier? Alors effectivement, avant d'aborder le thème du coût, peut-être rappeler à quoi on sert en tant que courtier. Donc nous sommes intermédiaires entre le client qui souhaite faire une demande de prêt et toutes les banques, puisque à ce crédit, on a la chance de pouvoir travailler avec l'ensemble des organismes bancaires. Et grâce à ça, en tant qu'apporteur d'affaires auprès des banques, j'arrive à négocier, comme je disais un petit peu en amont, les conditions de prêt.
Alors effectivement, oui, c'est un coût parce que j'aime mon métier, mais pour autant, je ne suis pas bénévole de mon métier. Et ce coût-là, il est directement intégré dans le plan de financement, donc dans la partie crédit. Il est lissé sur la durée totale du prêt et c'est généralement le notaire qui nous règle après la signature authentique. Donc c'est complètement indolore entre guillemets pour le client et surtout ça lui permet au niveau de la rentabilité et du gain réalisé par rapport à l'optimisation des conditions de prêt de pouvoir largement amortir ce coût-là. D'accord, donc en fait, il n'y a aucun avantage de passer par une banque directement. Le mieux, c'est vraiment d'essayer de passer par un courtier Oui, dans tout un à premier fait. temps. Oui. Est-ce qu'on choisit son courtier en fonction de notre localisation ou est-ce qu'on choisit un courtier en fonction des spécificités dans lesquelles le courtier ou la courtière travaille? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, comme je dis souvent, le courtier, c'est aussi une histoire de feeling. Ça va être une personne importante dans un projet immobilier et c'est sûr qu'il faut être en phase avec l'état d'esprit du courtier. Également aussi regarder son expérience dans le métier parce que dans tout métier, il y a courtier et courtier. Et aussi surtout si le courtier ne travaille ou pas avec toutes les banques. Parce que malheureusement, il y a des courtiers qui ne travaillent plus ou beaucoup moins avec les banques. Et malheureusement, le champ des possibles se restreint. Donc ça, c'est très très important pour le coup. D'accord. Et également, je rajoute aussi en amont que le client ne fasse aucune démarche auprès de sa propre banque ou même des banques concurrentes. Parce que si toutefois il y a une simulation de fait, ça peut bloquer l'acquéreur dans mes démarches, moi qui travaille directement avec le pôle immobilier pendant plusieurs mois. Donc c'est extrêmement pénalisant pour le client. D'accord, ok. C'est un petit peu comme les conseillers immobiliers ou les agents immobiliers aujourd'hui où les gens recherchent de l'humain beaucoup, des chiffres, tout le côté administratif, c'est une chose, mais c'est vrai que le côté humain est très important aussi. Et je pense que voilà, en tant que dans l'immobilier, on est vraiment sur ce genre de relation où on facilite, on aide les gens avec leur projet de vie et on doit vraiment essayer de les aider au-delà des chiffres et au-delà des biens immobiliers qui sont à vendre ou à acheter. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que tous les deux, on a les plus beaux métiers du monde, à savoir l'accompagnement sur mesure, en tout cas, de nos clients communs. Et c'est vrai que c'est pour ça, c'est extrêmement important d'être dans la bienveillance, dans le respect du client et surtout dans l'écoute et dans l'accompagnement. Ça, c'est des valeurs que prônent en tout cas mes deux agences et auprès desquelles je suis vraiment très très attachée pour le coup. D'accord. Parlons un petit peu des jeunes, d'accord? Aujourd'hui, bon, on en reparlera un petit peu plus en détail en termes de la situation sur le marché ou le futur. Mais c'est vrai que les jeunes qui sortent des études, qui ont souvent des dettes à cause de leurs études, qui arrivent sur le marché du travail avec peut-être des petits salaires quand ils commencent, ils sont forcément forcés à louer dans un premier temps. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de ce type de situation, de quelqu'un, d'un jeune qui souhaiterait rentrer sur le marché de l'immobilier, qui souhaiterait acheter son premier bien. Quelles sont ses chances aujourd'hui en 2024 mais surtout, quelles sont les choses que cette personne peut faire pour justement essayer d'obtenir son premier crédit, d'avoir son premier bien, plutôt que de louer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'un loyer équivaut plus ou moins au prix d'un crédit qu'on rembourse. Plus, ou même plus, plus dans ces situations. Ici, dans le sud-ouest, on le voit, on a des loyers sur des maisons sur Bayonne qui sont à plus de 1 800 € par mois. C'est des coûts qui sont astronomiques quand on pense que cet argent paye le crédit de quelqu'un d'autre, il faut le dire. Mais c'est vrai que quand on va voir une banque, on n'a pas forcément un apport, bon, tu nous en parleras, mais on se retrouve un petit peu coincé. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour ces jeunes qui souhaiteraient se lancer sur le marché de l'immobilier? Oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle les primo-accédants. Ça veut dire acheter pour la première fois ou en tout cas ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans. Donc ça concerne principalement ce qu'on appelle les jeunes actifs, comme tu citais Lucas, ceux qui sortent des études ou ceux qui ont leur premier emploi. Alors généralement, ces jeunes-là, dans le meilleur des cas, peuvent être aidés par la famille, notamment par rapport à l'aspect de l'apport sous la forme d'une donation familiale, pour justement les lancer dans leur première acquisition. D'accord. Et ensuite, on a une très bonne nouvelle, c'est que depuis quelques semaines, il y a certains partenaires bancaires qui acceptent de pouvoir financer des jeunes sans quasiment pas d'apport. Puisqu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à maintenant, l'apport exigé était d'environ 10% du prix d'acquisition, ce qui était quand même une somme importante. Aujourd'hui, cette notion-là, elle est revisitée, elle est revue par les partenaires bancaires. Et ça permettra, je pense, en tout cas pour 2024, là, pour cet été, de pouvoir à ce que nos jeunes puissent mettre enfin un pied à l'étrier dans la création de leur patrimoine.
Parce que je dis toujours, même si on est jeune, on a l'envie d'eux. Et surtout, quitte à acheter un petit bien, mais acheter quand même. Acheter quand même pour vraiment organiser son futur, parce qu'au vu du contexte général qui est quand même plutôt incertain, je trouve que la pierre, en tout cas, est vraiment la valeur refuge essentielle et du coup, qui permet, enfin, en tout cas à ces jeunes-là, de pouvoir être confiants dans leur avenir, quoi. Donc c'est important de pouvoir acheter même quand on a 20 ans. Au contraire, c'est là qu'il faut le faire, quoi. D'accord, ok. Après, c'est vrai que quand on y pense, 10% en fonction de la région où on habite, peut être énorme. Et c'est vrai que si les banques commencent un petit peu à être plus flexibles sur leurs prêts, c'est sûr que ça va les aider. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le sud-ouest, que ce soit le Pays Basque ou le sud des Landes, on est sur des tarifs de location ou d'achat qui sont quand même assez importants. Et 10%, on est vite dans les 30-40 000 euros pour quelque chose d'assez banal en fait. Tout à fait. Donc malgré cette aide des banques, combien concrètement un jeune aurait besoin d'avoir de côté pour pouvoir avoir un emprunt? Est-ce que ça va dépendre vraiment de la situation, du mois, du taux? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur… Oui, bien sûr. Alors, c'est surtout par rapport au prix d'acquisition de base. Il y a un pourcentage qui est appliqué, alors c'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça que c'est important d'aller solliciter un courtier pour justement connaître ce qu'on appelle sa capacité d'emprunt et aller valoriser cette notion d'apport. Donc, et c'est là que moi, dans un premier temps, lors d'un premier rendez-vous qui n'engage pas, mais au moins qui permet aux clients et aux futurs jeunes acquéreurs de pouvoir avoir un maximum de conseils. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'un projet immobilier, ça se prépare en amont. On ne se réveille pas un matin en disant « Ah, mais tiens, je vais acheter… » Non, je conseille fortement de préparer son projet avec son courtier et du coup de pouvoir étioler tous les aspects fondamentaux d'une demande de prêt. Donc on vient de parler de l'apport pour les jeunes qui se lancent. Maintenant, l'apport pour les gens qui sont déjà établis, qui ont peut-être été en location pendant beaucoup d'années, pour une raison ou une autre. Peut-être qu'ils ont voyagé, peut-être qu'ils ont été dans une situation financière où ça ne leur permettait pas d'acheter. L'apport en 2024, comme tu disais, c'est à peu près 10%, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des moyens autres que d'avoir 10% d'apport? Oui, alors on a une notion qui reste à peu près dans les 10% donc du prix d'acquisition. Donc j'ai un exemple, un bien à 400 000 euros, c'est 40 000 euros d'apport. Mais indépendamment de cette notion-là, les banques aujourd'hui sont vraiment dans une optimisation d'ouvrir les vannes et de vouloir vraiment faire du prêt. Et pour le coup, cette notion d'apport, elle est revisitée, comme je disais en amont, et beaucoup moins exigée qu'en tout cas en 2023. Donc ça, c'est quand même hyper encourageant, en tout cas pour les crédits immobiliers cette année. D'accord, ok. Et on en reparlera un petit peu plus sur le futur 2025-2026. Une chose qui bloque, je suis dans ce cas, quand on est indépendant, comme tu l'es, comme je le suis, on a souvent l'impression d'être mis de côté quand on va voir une banque. On est souvent, à partir du moment où on n'a pas un CDI, quand on n'a pas cette plus ou moins sécurité de l'emploi, qui pour moi n'est pas forcément une sécurité de l'emploi, un CDI n'a rien de sécurisé. Si l'entreprise coule, le poste on finit au chômage. Et aujourd'hui, avec les nouvelles lois de chômage, en plus de ça, si on n'a pas travaillé 8 mois, on n'a aucun chômage. Donc, mais c'est le cas aujourd'hui où quand on va voir une banque en tant qu'indépendant, on est souvent confronté à des refus, à des réponses négatives parce que voilà, il n'y a pas cette sécurité de l'emploi. Quels seraient les conseils justement pour les indépendants qui sont en activité depuis longtemps ou des indépendants qui viennent de se lancer? Alors effectivement, ce que tu cites, Lucas, c'est une réalité parce que quand vous êtes indépendant, peu importe le profil, ça peut être de l'auto-entreprise, ça peut être un TNS, donc un travailleur non salarié, un gérant non salarié ou même voire salarié. Il y a de suite en fait une étude beaucoup plus poussée et détaillée qui est menée via ce type de groupe, en tout cas de profil. Donc là c'est pareil, en amont ça se prépare et surtout on a une stratégie en tant que courtier à adopter par rapport à ça. Donc moi j'encourage vivement les indépendants surtout à ne pas se décourager parce qu'au contraire, suivant les banques, il y a des banques qui veulent et qui peuvent prêter pour les indépendants, mais encore une fois, il faut que ça soit bien présenté au départ et surtout bien préparé en amont. D'accord, je te remercie. C'est vrai que ça va les aider, les indépendants, parce que c'est vrai que c'est une situation où, pour moi, je trouve qu'en France, pour avoir vécu dans d'autres pays, les indépendants sont pas forcément mis en valeur et la France ne pousse pas les indépendants à se lancer. C'est dommage. C'est dommage. Ouais.
Maintenant, j'aimerais aborder, on a abordé les jeunes, on a abordé les gens qui sont en activité. Maintenant, les gens qui sont un peu plus âgés. Donc, on va dire qu'on approche Attention à ce que tu vas dire. Eh oui, non, mais moi aussi, je suis dans le cas. Donc, on va dire quand on arrive dans notre quarantaine, peut-être proche de la cinquantaine, quelles sont les options que nous avons en tant qu'emprunteurs? Parce qu'on a parlé du taux d'usure au départ, qui est forcément un facteur quand on va emprunter. Si on emprunte sur 25 ans et qu'on a 50 ans, à 75 ans, on n'est pas censé travailler encore. Donc, Pas censé. pas censé, mais On verra bon, bien. les choses changent au fur et à Oui, mesure, on est voilà. bien d'accord. Je suis sûr qu'on aurait des anecdotes. Mais quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un dans cette situation qui a peut-être un bon salaire, mais qui se rapproche d'un âge où ça peut être un peu compliqué? Alors, c'est ce qu'on appelle les jeunes seniors. Donc, effectivement, c'est au-delà de 45 ans. Donc, on n'est pas loin, toi et moi, Lucas. C'est vrai. Mais c'est une Ouais. réalité. Et effectivement, les jeunes seniors, alors c'est tout à fait possible, bien sûr, d'acheter, sachant qu'on a une durée de prêt maximum sur 25 ans et on peut aller avec une date de fin de prêt entre 75 et 80 ans. Sachant qu'un prêt, dans une vie, ça se change, ça se modifie, ça se renégocie. C'est complètement flexible. Donc même si à 45-50 ans on décide d'acheter, par exemple et emprunter sur 25 ans, rien n'empêche ensuite par la suite de faire ce qu'on appelle un remboursement anticipé pour par exemple réduire la durée du prêt et arriver à la retraite à peu près, on va dire, serein. Mais encore une fois, l'important c'est de pouvoir et de vouloir acheter et d'éviter de jeter un loyer tous les mois qui est, comme on a dit tout à l'heure, bien plus important aujourd'hui qu'un crédit, en tout cas dans le sud-ouest. Donc j'encourage vraiment les jeunes seniors à acheter. Et puis surtout, il y a une notion, moi qui suis maman, il y a une notion aussi de transmission patrimoniale. Et je trouve que c'est important de pouvoir acheter un bien, ne serait-ce que par rapport à nos enfants. Parce qu'encore une fois, peut-être que nous aurons une retraite, et encore j'en doute en tant qu'indépendant. On n'est pas sûr aujourd'hui. Voilà, On voilà. est bien d'accord. Ouais. Mais, et nos enfants, qu'est-ce que ça sera? Donc je trouve que nous-mêmes en tant que parents, qu'on ait au moins le devoir de pouvoir les mettre un peu à l'abri. Et ça, pour moi, il n'y a que la pierre qui peut le faire aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai que l'investissement dans la pierre, surtout dans la région où nous sommes, dans le sud-ouest, dans le Pays Basque, dans le sud des Landes, c'est des biens qui prennent beaucoup de valeur. Bon, c'est sûr qu'il y a des baisses et des hausses, on est un peu sur une vague, mais si on regarde sur les 10 dernières années, je pense que tu es témoin de voir que le prix des propriétés, que ce soit une place de parking ou une villa à Saint-Jean-de-Luz, les prix montent. Prix montent et ça n'arrête pas forcément, donc c'est un investissement qui est beaucoup plus intéressant qu'un livret A à 4% à la banque, on est bien d'accord. Surtout que l'inflation est bien plus élevée que 4%. Tout à fait. Donc en termes de produits banquiers, on est limité, mais c'est vrai que la pierre, ça peut être en effet quelque chose d'intéressant. Oui, parce qu'il y a quand même des bons placements qui existent, mais avec une variabilité de risque, plus ou moins, avec une notion de risque importante, tandis que la pierre, en fait, reste la pierre. Et surtout dans notre région, dans notre belle région du Pays Basque et des Landes, c'est vrai qu'on a eu une inflation immobilière exponentielle, surtout après post-Covid, qui, malheureusement, certes, a fait augmenter les prix, mais qui donne vraiment une vraie valeur au patrimoine. Donc vraiment, j'encourage les jeunes seniors à acheter, quoi. Enfin, et pour eux et pour leurs enfants. Dernière question, le futur. Alors aujourd'hui, on est en 2024, donc si vous regardez la vidéo aujourd'hui, 2024, on est sur un marché, je dirais, qui est compliqué pour les vendeurs. Donc, en fait, les acquéreurs sont sur une position de force, mais aussi une position où il y a une attente, une incertitude sur le futur, sur le taux, qui a quand même beaucoup augmenté sur les 2 dernières années. Qu'est-ce que tu en penses? En tant que courtière, tu vois, j'imagine des situations différentes tous les jours. Quelle est ta vision, sans forcément savoir, parce qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal malheureusement pour savoir, mais où est-ce que tu penses qu'on se dirige en termes de taux, en termes de faisabilité sur l'achat ou la vente des biens aujourd'hui? Eh bien, sur ce sujet, je suis quand même plutôt optimiste par rapport à ce que j'entends au niveau des banques. Alors, c'est vrai que oui, on a connu des taux extrêmement bas, proches de même 0% à un moment donné. Mais alors, dans le discours de mes clients, c'est oh là là, les taux montent, les taux sont hauts. Mais ils sont hauts, pourquoi? Parce qu'ils étaient trop bas avant. Donc, forcément, la logique fait qu'aujourd'hui, on trouve ça haut.
Mais moi, il y a une quinzaine d'années, on était sur des taux à 5, 6, 7%. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un contexte ultra favorable avec des banques qui prêtent, qui veulent prêter. On a un discours tout à fait différent de ce qu'on a connu en 2023, où là, cette année, je suis invitée par de nombreux partenaires bancaires. Et du coup, le discours est quand même hyper encourageant. Donc, c'est ce que j'appelle le printemps du crédit. Donc, on a le printemps du cinéma, mais on a aussi le printemps du crédit. Profitez-en. Profitez-en, qui fait qu'aujourd'hui, franchement, on est dans une période très faste. Oui. Et je trouve que les acquéreurs, alors sans jugement, parce que je comprends tout à fait le discours même des médias ou autres, mais ces acquéreurs-là sont dans une phase d'attentisme. Et au contraire, il ne faut pas attendre parce que oui, alors on a potentiellement une baisse de taux en prévision, mais qui dit que dans 3, 4, 6 mois, les banques continueront à prêter comme elles le font aujourd'hui? Ça, j'en suis beaucoup moins sûre. Donc je dirais oui, achetez maintenant à des taux à moins de 4% sur 25 ans par exemple, qui reste quand même encore très correct. Et ensuite, vous renégocierez votre prêt lorsque les taux seront redescendus. Mais au moins, vous aurez déjà acheté en attendant, avec des banques qui veulent faire du prêt. Donc ça, c'est hyper important. Donc j'encourage vraiment les clients à contacter le courtier, à nous contacter pour déjà étudier leur capacité d'emprunt et ensuite voir si c'est réellement ou pas intéressant d'acheter à ces taux-là. Et moi, j'en suis parfaitement convaincue et renégocier le prêt dans quelques mois ou dans quelques années. Et puis aussi, la conjoncture fait qu'en fait, les acquéreurs sont en position de négocier les prix plus facilement que ça l'était après Covid. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on se positionne sur un bien qui est, on va dire, à 400 000 €, on a une marge de négociation étant donné on va dire, nos possibilités en tant qu'acquéreur pour acheter à un meilleur prix. Et puis voilà, comme tu dis, dans 1 ou 2 ans, renégocier le prêt avec la banque une fois que le taux a baissé. Tout à fait, parce que j'ai souvent des clients qui m'évoquent le coût total des intérêts du prêt. Donc c'est ce que coûte en totalité sur la durée du prêt emprunté le prêt. Mais alors c'est une logique certes, mais c'est rare de rester 25 ans dans le même bien. Généralement, la moyenne de revente, c'est entre 7 et 8 ans. Donc il faut vraiment se focaliser, je pense, sur l'instant présent, voire du très court terme, mais vraiment franchir le cap, ne pas attendre encore une fois et vraiment y aller à fond les ballons. Donc on est vraiment dans une belle période, en tout cas, de demande de prêt. Donc allez-y, foncez. Bon, mais parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, Émilie. Merci, Lucas. C'était un plaisir d'avoir toutes ces informations. J'ai appris énormément de choses. Je pense que vous aussi, en tant qu'acquéreur, en tant que vendeur, c'est, comme vous le voyez, en 2024, une période où les choses ne sont pas si mal qu'elles ont l'air. Tout à fait. On est vraiment dans une situation où les acquéreurs peuvent acheter et sans trop se soucier de ce qui va se passer plus tard. Donc voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Si les vendeurs, les acquéreurs souhaitent te contacter, quelle est l'adresse où ils peuvent te contacter, ton numéro de téléphone? Bon, je mettrai toutes les informations en dessous, mais bon, si tu veux nous le dire également. Oui, alors si vous souhaitez nous contacter, donc nous sommes sur Bayonne au 14 boulevard Alsace-Lorraine, donc au quartier Saint-Esprit. Donc nous serons ravis de vous accueillir au sein même de notre agence. On a un bon café, on a toujours le sourire, donc voilà. Et après à Dax, nous sommes au 21 avenue Saint-Vincent-de-Paul. Pareil, on a une jolie petite agence avec un très bon café aussi. Vous serez reçu par ma collaboratrice, par Leslie Picon. Qui vous accueillera avec grand plaisir. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire la démarche. Contactez-nous en amont, surtout des démarches faites en banque. Ça, c'est très important. Et afin qu'on puisse vous accompagner au mieux pour votre projet, pour votre futur, quoi. Bon, mais voilà, vous avez tout entendu ce qui vous reste à faire si vous avez besoin de plus d'informations sur votre cas particulier. Personnellement, je suis conseiller immobilier dans le sud des Landes et le Pays Basque. Donc voilà, si vous avez un bien à vendre, si vous souhaitez acheter, vous pouvez également me contacter. Nous pourrons en parler ensemble, faire une évaluation de votre bien pour justement vous aider dans votre projet de vie. Merci à tous, à très bientôt pour la prochaine interview et merci beaucoup Émilie d'avoir accepté de m'accueillir. Merci à toi de la proposition, merci. Voilà, à bientôt. À bientôt.